Un jour, un livre, un auteur. J'ai vu que c'était Diego Arrabal cette semaine qui avait un livre dans les mains. Donc ça veut dire qu'on va pas parler de poésie, on va parler de polar. Mais le polar poétique, oui. Polar poétique. Et bonjour Philippe Et Subercaz. bonjour. Et bonjour Diego Arrabal. Bonjour les deux Diego. Les deux Philippe. Oh là, j'ai mal dormi. C'est la vieillerie, je pense. On arrive au bout de cette saison. Il est temps que les vacances arrivent, Philippe Subercaz. Je pense que faire de la radio, ça y a un peu augmenté son niveau de... Ouais. Moi, je pense que c'est le fait de garder le casque, y compris quand il dort, c'est terrible. D'ailleurs, j'ai de plus en plus de mal. Le casque serre la tête de plus en plus. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que ma tête gonfle ou est-ce que le casque diminue? J'espère qu'il diminue. Voilà. Et puis, nous recevons aujourd'hui Luis Alfredo pour un roman policier qui s'appelle Contrat sur Adour, aux éditions Arcane 17 dans la collection Polar Rouge. Donc, comme d'habitude, cher Luis, avant de démarrer les hostilités, je vais lire un petit texte que Amicales. elles sont toujours amicales, les hostilités. Vous avez le droit de quitter le studio, Louis. Si à un moment donné, ça vous plaît pas, vous quittez le studio. Donc, Contrat sur Adour de Luis Alfredo aux éditions Arcane 17, collection Polar Rouge. Tarbes, calme préfecture des Hautes-Pyrénées. Calme ? Pas si sûr que ça, car plusieurs assassinats mis en scène s'y succèdent. À chaque nouveau meurtre, la victime est déposée en un lieu emblématique de la ville, englouti par les opérations immobilières, parfois très anciennes. Est-ce que c'est un hasard ? Est-ce un message que le tueur veut adresser à la population ? Et dans ce cas, quel lien y a-t-il entre les victimes, dont la plupart n'étaient pas nées au moment des réalisations immobilières ? La commandante, Béatrice Jacques Taest, est chargée du dossier et se voit adjoindre André-Marie Aubin, un nouveau coéquipier à l'allure nonchalante, ce qui augure mal de la réussite d'une enquête déjà sous pression de la hiérarchie. À chaque nouveau meurtre, les pistes se brouillent malgré l'aide de Léon, le père de Béatrice, retraité anarchiste incollable sur l'histoire patrimoniale et industrielle de la ville. Ce trio improbable parviendra-t-il à résoudre l'affaire avant que celle-ci ne soit transmise aux enquêteurs toulousains ? Dans ce roman court, Luis Alfredo entraîne le lecteur dans une visite guidée du Tarbes d'antan. Mais ce qui semble une enquête dont le mobile se joue sur le plan immobilier va peu à peu s'attacher à un autre aspect de cette ancienne ville ouvrière et de garnison. Mais je n'en dirai pas plus. Au lecteur de le découvrir en suivant l'enquête de ce trio peut-être, peu commun. Un roman divertissant, à la gouaille sympathique. Contrat sur Adour, Luis Alfredo, édition Arcane 17, collection Polar Rouge. Bonjour Luis. Et bonjour et merci de m'avoir invité. Bonjour Louis. Eh bien, c'est un grand plaisir. Je crois que c'est la deuxième fois que vous arrivez dans notre studio. Oui. Et, alors, je crois que la dernière fois, c'était dans l'autre studio. Là, on a deux studios, alors on change d'une fois sur l'autre. Alors, racontez-moi tout. Pourquoi Contrat sur Adour ? L'idée, c'était de faire passer, de prendre comme décor d'un polar, donc la ville de Tarbes, ville où je réside. Et donc pour ça, il fallait trouver une idée. Bon, et pour que ce soit bien ancré dans la ville, j'ai commencé par ce qui dans la ville est peut-être le plus connu, c'est les restes de la vieille villa, de la villa gallo-romaine qui est située à côté du Leclerc de l'Ormeau, qui a été mise à jour lors des travaux d'aménagement de ce supermarché. Et donc un grand morceau est englouti a été recouvert par le parking, etc. Mais dont un morceau a été sauvé et est à la disposition, enfin peut être visité, si on peut dire, par tous. Et donc de disposer le cadavre au milieu de ces vestiges. Et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait continuer dans cette voie, et donc j'ai disposé un second cadavre non loin, devant l'ancienne façade des thermes de Tarbes, qui ont été détruits dans les années 60, qui ont été rasés dans les années 60, qui étaient les thermes Perret, qui se situent à la place Perret. Alors, c'est la place Perret.
Père, parce qu'il y a eu une mais, faute d'orthographe voilà, par le... de l'imprimeur. C'est la correctrice qui m'a indiqué que ce changement de nom venait d'une faute d'orthographe, du manque d'accent, voilà, ouais. je vais y arriver, d'accent dans la plaque de signalisation. D'ailleurs, vous avez Oui. inséré une note de bas de page. Tout à fait, c'est elle qui me l'a dit. Et le troisième meurtre, donc je vais continuer un peu à regarder, à m'intéresser à ce qui restait vestige du Tarbes d'antan, c'est un dépôt de sangsues. Et là, j'ai appris que toutes les villes, dans le passé, avaient un dépôt de sangsues qui était en fait un dépôt médical, puisque les sangsues auraient des vertus médicinales. Des vertus médicinales, oui, pour l'hypertension, en fait, toutes ces choses-là. Oui, c'est vrai qu'à une époque, on les utilisait pour faire baisser la tension. Ouais, en fait. je savais pas du tout. C'est là que je l'ai appris. Mais parce que vous êtes trop jeune. Ouais, merci, oui, c'est sûr. Je suis encore un enfant. Vous savez, Louis, que Diego Arrabal est contemporain de Napoléon III. Hein, oui, donc, oui. Je croyais premier, moi. Mais vous avez raison, premier, oui, effectivement. Je croyais. Ça dépend des jours. Et le dernier meurtre, qui est celui qui conclut et autour duquel se conclut l'affaire, se passe au Hall Broban, oui, qui a été réaménagé, réhabilité de façon assez sympathique, disons, et qui évoque ce qu'elles étaient avant d'être détruites, toujours dans les années 60, d'être détruites alors que c'était des halles de type Baltar, d'après ce que j'ai lu, et je ne les ai jamais connues, qui ont été détruites au profit d'un parking, parce que le problème à l'époque, dans les années 60, c'était le parking. C'était les parkings, et puis les commerçants voulaient impérativement qu'il y ait des parkings pour que les gens puissent venir acheter. Bon, c'était l'époque, elle était comme ça. Aujourd'hui, avec le recul, on se dit que c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a compris, mais c'est pas que toutes les villes ont compris que les vieilles pierres, les souvenirs, les vestiges, tout ça, ça attirait du touriste, et en fait, ça faisait c'était une source de profit. Donc, on essaie de revenir un peu là-dessus, de sauvegarder, etc. Voilà, et tout ça, je l'ai appris. Alors ça, je tiens pas, parce que, je suis pas du tout un spécialiste de l'histoire de Tarbes, mais tout ça, je l'ai appris en consultant un site qui s'appelle loucrup65.fr, qui est un site qui recense tous les monuments, enfin tout ce qui est intéressant dans le département. C'est un site patrimonial. Où il y a à la fois les monuments détruits, l'histoire des bains-douches de Tarbes, l'histoire du tramway, etc. L'histoire des cagots également. Oui. On trouve sur le site également l'histoire des cagots avec une image effectivement aussi du pèlerinage à Lourdes et du chemin qu'empruntaient les cargos pour venir à Lourdes. Voilà. C'est un site très intéressant. Oui. J'ai appris par exemple qu'à Lourdes, il y avait un tramway dans le temps. Ce que j'ignorais, il n'en reste aucune trace. Ce qui est amusant, entre guillemets, c'est que le tramway existait au début du siècle dernier, et qu'aujourd'hui on voudrait revenir au tramway, quoi. Cette espèce de boucle un peu ironique, mais bon. C'était le cas à Bordeaux, il y avait un tramway à Bordeaux dans les années 50 qui a été enlevé, qui a été détruit. Et puis qu'on a remis déjà les grandes villes et puis même des villes moyennes, il y avait le tramway à la fin du 19e siècle tout à fait. Et jusque dans les années 40, certaines villes un peu avant, mais autour des années 40-50. J'ai vécu longtemps à Strasbourg. Strasbourg, dans les années 60, on a totalement enlevé les tramways, on a recouvert les voies, et dans les années 80, 85, on a refait des voies. Refait les voies. Voilà. On ne peut que le regretter, à mon avis, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'était l'idée pour ancrer le polar dans la ville de Tarbes. Alors c'est une fiction, il n'y a jamais eu autant de meurtres en si peu de temps et dans ces lieux. Faut quand même. Disons que là, on fait exploser les statistiques. En une semaine, on a fait 10 ans de meurtres peut-être, mais bon, voilà. Mais alors donc oui, comme tu disais, c'est au départ on se pense à une affaire immobilière, puisque la première victime est un architecte qui est déposé dans l'ébauche d'un plan. La deuxième victime est, si je me souviens bien, dans l'ordre dans lequel j'ai fait apparaître, je crois que c'est un kiné qui est déposé non loin des thermes. La troisième est un médecin qui est déposé près de du dépôt de sangsues, etc. Donc,
Au début, on pense à un problème immobilier, puis ensuite on se dit il doit y avoir un lien entre le lieu et la profession de la victime, et puis bon, finalement, c'est tout autre chose. Et à un moment donné, les enquêteurs se demandent même si c'est pas quelqu'un, disons, un peu dérangé, qui aurait décidé de se venger de la destruction des monuments anciens de la ville. Mais bon, c'est pas du tout ça. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Non, il ne faut pas déflorer Oui, l'histoire, parce qu'elle est intéressante. Les personnages sont intéressants. Alors, ce qui est intéressant, c'est le rapport père-fille entre Léon. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Léon? Peut-être en fonction de Trotsky, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des chances. Peut-être. Ah, bah, d'accord. Et donc, Léon, qui est, j'allais dire, un enseignant à la retraite. Hein, c'est un enseignant d'histoire, si mes souvenirs sont exacts, à la retraite. Oui, non, de philosophie. De philosophie, à la retraite, mais qui est passionné d'histoire locale. Oui. Qui est intarissable sur cette histoire locale. Et puis sa fille, qui elle est policière et qui se coltine une enquête avec pas mal de machisme autour, puisque, j'allais dire, en tant que policière, elle est mise à mal par son patron, elle est relativement malmenée par son premier coéquipier qui est muté, donc il dégage de suite. Il dégage assez vite et il est remplacé donc par ce deuxième coéquipier qui vient de Pau. Ouais. Et qui est en délicatesse avec sa hiérarchie, mais qui a l'air assez nonchalant, et donc ça lui fait une grande trouille, mais qui s'avère être quand même quelqu'un de solide malgré sa nonchalance. Et puis il y a un personnage là, féru de Freud, qui se balade un peu en ville et dont on ne saisit pas très bien au départ quel est son rôle, et puis après ça se précise. Donc est-ce que vous pouvez raconter quelque chose sur ce personnage-là? Lequel, le dernier? C'est une vieille idée que j'avais depuis longtemps, c'était de... Bon, on peut le dire, c'est le tueur. C'est le tueur, oui. C'est le tueur. Et depuis longtemps, j'avais cette idée de mettre... d'imaginer un tueur adepte, féru de Freud. Mmh. Alors, il l'est, mais avec ironie, c'est-à-dire que les textes de Freud l'amusent beaucoup. Pourquoi Parce qu'il ne prend pas ça au sérieux. Il ne prend pas ses textes au sérieux. Pour lui, c'est des couillonnades. C'est son opinion. Hein, c'est intéressant. Et bon, ce que j'ai essayé de faire, alors je suis pas du tout un spécialiste de quoi que ce soit. Hein, et c'est des extraits que j'ai trouvés par-ci, par-là. Et j'ai essayé de faire que les citations que je glisse correspondent aux situations dans lesquelles évolue le tueur. Alors, de façon plus ou moins heureuse. Par exemple, pour prendre un exemple, c'est la première... Donc il arrive à Tarbes, et comme tout touriste, la première chose, ou la deuxième qu'il va voir, c'est le jardin Massé. Et donc il va au jardin Massé, il voit les animaux, tout ça, et j'ai glissé une citation où Freud se demande si les animaux ont une conscience, ou je ne me souviens plus exactement de la citation. Mais voilà, c'est essayer toujours de faire sur le transfert qu'il peut y avoir entre le tueur et la victime, etc., etc. Bon, voilà, ça m'a beaucoup amusé de créer ce personnage un peu, et au fil des... Alors ça, c'est une idée de mon éditeur, il fallait le rendre un peu sympathique, ce tueur, malgré le fait qu'il est détestable, hein, c'est une évidence. Et donc, je lui ai greffé une histoire sentimentale, plus ou moins sentimentale, qui le rend, je pense, un petit peu sympathique, et qui rentre aussi en résonance sur le mobile, qui rentre aussi un peu en résonance avec le mobile de tous les meurtres. Voilà, on ne dira rien, mais... Oui, ouais. Voilà, c'est le... Alors moi, je ne dirais pas que le personnage, moi je ne l'ai pas perçu comme un personnage sympathique au sens classique du terme, oui, mais je l'ai senti comme un personnage à principe. C'est-à-dire que il remplit ses contrats. Oui, voilà. Il ne connaît pas le commanditaire, donc il reçoit des courriers lui commanditant une exécution, donc un contrat. Oui, c'est un travailleur consciencieux. Voilà, c'est un travailleur consciencieux. Il fait son boulot correctement.
Et puis, sorti de ça, il y a des comportements des gens qui l'entourent qui peuvent le heurter. Je pense à un moment où il rencontre une vendeuse qui se fait agresser stupidement par un espèce de malotru qui lui parle mal, qui la méprise, etc. Et mal lui en prendra, ce malotru, à cause du tueur, parce qu'il n'apprécie pas trop la façon dont il s'est conduit avec cette jeune femme. Oui, mais il faut faire attention à qui on parle, des fois. Ou du moins à quelqu'un qui passe inaperçu. Ouais. Parce qu'en plus, le tueur, il a l'air de passer assez inaperçu, quoi. Ben, enfin, je sais pas, je suis pas un tueur, mais il me semble que c'est le béaba du tueur, quoi. Il faut qu'il soit passe-muraille, sinon s'il a un gyrophare sur la tête, il va jamais, ça sera pas un travailleur consciencieux. Ouais. Moi, je me souviens d'un personnage, tueur à gages, qui disait qu'il y avait trois grands types de tueurs. Il y avait le petit tueur qui était embauché par un caïd ou autre, donc des gens qui avaient aucune jugeote, qui faisaient un travail de bourrin et qui faisaient... ils tuaient, mais peu importe s'il y avait des victimes collatérales et tout ça. Il y avait les tueurs institutionnels. Donc on ne dira pas dans quelles agences ils travaillent, même en France d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que aux États-Unis ou en Israël qu'il y a des tueurs institutionnels. Et puis il y a des gens libres qui sont des tueurs professionnels au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'ils mettent tout leur savoir-faire et toute leur sagesse pour commettre des crimes, mais sans rien autour, quoi. C'est clair, net, il y a une victime, il est payé pour, et ce sera cette victime-là et pas une autre. Ceci étant, c'est un tueur de fiction. Je n'ai jamais rencontré. Ah bon ? J'ai pas dû. Non, je suis pas pressé. Donc il y a pas de. C'est un tueur de fiction. Hein, donc un tueur de fiction comme on en voit dans beaucoup de films américains justement, ou des films français de temps à autre aussi. Bon, c'est un tueur, mais c'est pas un psychopathe. Hein. C'est pas un tueur en série, c'est un tueur à gages. Oui, c'est ça, c'est un tueur à gages. Quand il a fini, il est question qu'il rentre chez lui tranquillement. Il a une villa, on imagine. C'est pas dit, mais on imagine au bord de la mer et partir en villégiature, quoi. Et attendre le prochain contrat, voilà. Tout à fait. Ouais, et puis passer du temps à partir du contrat à construire tout le scénario qui va lui permettre d'aboutir à ça. Et quand on est auteur et qu'on doit construire ces scénarios, il n'y a pas parfois envie de se mettre à la place du tueur, non pas pour réaliser, mais pour penser comme lui? Non, enfin oui, je sais pas. Parce que c'est compliqué de se mettre. Alors oui, mais ça c'est l'enjeu c'est un peu l'enjeu, quoi. C'est-à-dire se mettre dans la tête, essayer de se mettre dans la tête de tous les personnages, hein, que ce soit l'inspecteur est une inspectrice. Bon, c'est pas un grand défi, mais c'est un petit défi que d'essayer de mettre en scène une femme. Il aurait été plus simple de mettre en scène un homme qui pense un peu qui peut penser comme moi, quoi. Mais bon, c'est essayer de se mettre dans la tête des personnages. Donc que ce soit l'enquêtrice, que ce soit l'adjoint, que ce soit le père, que ce soit le tueur, que ce soit d'autres personnages qu'on croise. C'est un peu l'enjeu, quoi, d'essayer de se mettre dans leur tête et de ne pas les rendre tous, c'est le piège, tous semblables. C'est-à-dire qu'ils réagissent tous de la même manière, face à des situations ou de façon semblable, qui parlent tous un peu de la même manière ou de façon semblable. Il faut essayer de leur... Bon, mais je crois que c'est le propre de c'est ce que cherche tout auteur. Hein, alors, j'ai pas dit, je sais pas si j'ai réussi, c'est pas moi, c'est pas à moi à le juger, quoi. Moi, je l'ai écrit, je suis le plus mal placé pour juger le travail. Parce que sinon, si je me juge, je me donne le prix Nobel d'entrée. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc c'est pour dire que ça serait pas sérieux, quoi. C'est au lecteur à juger le résultat, quoi. Et donc à voir si cet enjeu, justement, de se mettre
à la place ou d'essayer de penser comme ou de donner vie à un personnage, est-ce que cet enjeu est réussi ou pas? Ça, c'est tout le travail, quoi. Et votre travail d'auteur, comment est-ce que vous le raconteriez à nos auditeurs? Comment vous faites? Comment vous êtes parti sur le premier meurtre? Et ensuite, comment vous avez, je dirais, défait la pelote Oui, alors, je sais pas, moi, je travaille d'une façon particulière. Je fais d'une façon particulière, qui m'est propre, disons. Je suis parti sur l'idée. L'idée, c'était donc ce que j'ai écrit avant, et j'étais venu ici déjà il y a quelques années, se déroulait à Toulouse. C'est vrai, oui, je me souviens. Et celui que j'en ai écrit un autre qui avait été publié à la fin du siècle dernier, c'est dire si ça fait longtemps. Se déroulait aussi à Toulouse. Et ce que j'écris en numérique, pour un éditeur numérique de book, c'est pas se déroule Sky aussi, Edition, Sky Edition, oui, tout à fait, se déroule aussi à Toulouse. Et donc, là, j'avais envie de passer sur Tarbes. Et donc, l'idée, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'était de l'ancrer dans la ville. Essayer de l'ancrer dans la ville. Donc, je suis parti sur sur la villa gallo-romaine. L'idée est partie de là. D'accord. Villa gallo-romaine, un cadavre au milieu de la villa gallo-romaine. Et ma première idée, c'était, d'ailleurs qui transparaît, je crois, dans le texte, c'était une affaire immobilière. Le cabinet d'architecte est impliqué dans une combine. Et puis, bon, comme j'avais déjà utilisé cette idée plus ou moins dans l'un des textes qui se déroule à Toulouse. Divin Toulouse, oui. Divin Toulouse, je me suis dit, bon, autant refaire Divin Toulouse et l'appeler Divin Tarbes et on n'en parle plus, ça ira plus vite. C'est déjà fini, donc c'est bien. Donc après, je me suis dit, tiens, on va mettre un autre lieu symbolique, etc. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que je n'écris pas avec un synopsis. Je sais que, par exemple, toi, tu as besoin d'un synopsis, ou tu fais d'abord un synopsis détaillé, etc. J'avais rencontré Nogues, Gilbert, qui lui aussi m'avait expliqué qu'il faisait un synopsis, et que ce qui lui permettait d'écrire les chapitres dans l'ordre dans lesquels parce que c'était très détaillé, il écrivait les chapitres dans un ordre un peu dans le désordre, et ensuite il les lit. Moi, non, c'est une autre façon de faire. Je me raconte l'histoire au fur et à mesure. Et c'est au fur et à mesure que je construis l'intrigue. Même si je pars pas complètement dans le brouillard non plus. J'ai quand même une vague idée. Mais par exemple, le dénouement est venu, je l'avais dans la tête à partir d'un certain moment. Mais le mobile de ces meurtres, ce n'est qu'à à peu près au milieu du livre qui m'est apparu comme évident. Et un personnage qui n'était pas prévu pour être ce qu'il est, ce n'est qu'à partir de ce milieu qu'il est devenu ce qu'il est. D'accord. Ouais. Donc, bon, mais après, ça veut dire aussi qu'il faut reprendre depuis le début, réécrire, refaire cadrer, parce qu'après, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont été dites au chapitre 1 qui ne cadrent pas du tout avec ce qui va être dit au chapitre 4. Donc, il faut reprendre l'écriture, etc. Bon, c'est ma façon de faire. Hein, donc, voilà, je me raconte des histoires. Eh bien, c'est bien, c'est le propre de l'auteur de se raconter les histoires, mais surtout de les faire partager aux lecteurs. Le but, ouais, c'est un peu ça, mais bon. Eh bien, écoutez, là, on arrive au bout de notre émission. Philippe, vous avez des questions? Non, je voulais juste savoir si vous partagiez la conviction de Boris Vian qui disait « Cette histoire est vraie parce que je l'ai inventée ». Ouais, je dirais cette histoire est... Oui, d'accord, cette histoire est vraie parce que je l'ai inventée. Oui, j'avais envie de... Mais il faudrait que je réfléchisse pour retourner la formule. On vous réinvitera dans la prochaine émission. Alors donc là, je ne sais pas quoi. Mais oui, J'ai passé par rapport au tueur, comme disait tout à l'heure, vous n'avez pas connu de tueur. C'est pour ça, c'était un peu tout à fait, oui. Et donc, nous étions avec Luis Alfredo pour son roman Contrat sur Adour aux éditions Arcane 17 dans la collection Polar Rouge, qui vient de sortir là, il y a quelques jours en librairie, même si... au moment où nous enregistrons, il était déjà sorti, mais ça, c'est les avantages des éditeurs et des journalistes de recevoir avant les libraires. Merci Louis. Mais c'est moi qui vous remercie pour cette invitation et pour ce moment agréable.
Eh ben, il a été partagé. Il a été partagé. À bientôt. À bientôt, À bientôt. j'espère. Voilà, Philippe Subercaz, ce qu'on C'est bon. pouvait dire. Philippe Subercaz Qui est est-il là? très occupé. Ah. Le voilà. Nous avons retrouvé Notre oui. Philippe. notre mais Philippe bien Subercaz. Je mets le casque. Je vous écoutais religieusement Ah. et j'étais subjugué. Mais Voilà. Ah. vous nous écoutez religieusement à Radio Présence. Ça tombe C'est bien. un peu logique. Ça tombe bien, c'est logique. Ah oui, ça c'est sûr. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Sinon, ça devient... Eh bien, les amis, Bon, allez. à la semaine prochaine. À la Enfin, semaine- À la semaine si vous le prochaine. voulez Au bien. revoir. À la semaine prochaine. Au revoir.